Bonjour chers amis, je suis Marie-Hélène, j'ai 63 ans et aujourd'hui je souhaite partager avec vous l'histoire la plus douloureuse mais aussi la plus libératrice de ma vie. Avant de commencer, je vous demande de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire de quel endroit vous nous suivez. Cela m'aide énormément à continuer à partager mes récits avec plus de personnes comme vous. Alors, prenez votre café et mettez-vous à l'aise, car je vais vous raconter quelque chose qui m'a transformée à jamais. Cette histoire a commencé quand j'avais 41 ans et s'est achevée il y a à peine quelques mois, lorsque cet homme qui m'a laissé endettée avec 3 enfants a osé revenir me demander pardon. Imaginez cela. 20 ans après m'avoir laissé complètement ruinée, il a eu l'audace de frapper à ma porte. Mais ne vous méprenez pas, chers amis, ce n'est pas une histoire triste. Non, 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 c'est l'histoire de comment une femme qui se sentait vaincue à 41 ans, qui passait ses nuits à pleurer sans savoir comment avancer avec ses enfants, est devenue la femme la plus prospère de son village. Et quand je dis prospère, je ne parle pas uniquement d'argent, même si vous pourriez penser que j'ai maintenant plus de bénéfices qu'il n'en a jamais réuni dans toute sa vie. Je vais vous raconter comment je suis passée d'être Marie-Hélène, la femme abandonnée de Silao, Guanajuato, à celle que tout le monde connaît aujourd'hui, la propriétaire de 3 entreprises, la grand-mère qui parcourt le Mexique, la femme qui, en croisant son ex-mari au marché, lui fait baisser la tête de honte. Et le plus beau dans tout ça, chers amis, c'est que lorsque lui est revenu il y a quelques mois, maigre et émacié, me suppliant de lui pardonner, reconnaissant qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, j'ai pu le regarder dans les yeux et lui dire avec un calme total « Esteban, il est trop tard. Je ne suis plus la même femme que tu as laissée. » Vous n'allez pas croire l'expression qu'il avait, car il s'attendait à retrouver la même Marie-Hélène d'il y a 20 ans. La femme qui dépendait complètement de lui, qui avait peur de faire face aux factures, qui ne savait même pas comment utiliser un ordinateur. À la place, il a trouvé une femme sûre d'elle, bien habillée, qui conduit sa propre camionnette et qui n'a besoin d'aucun homme pour quoi que ce soit. Mais je ne veux pas anticiper autant. Permettez-moi de commencer depuis le début, quand j'étais une jeune fille de 19 ans tombée follement amoureuse de Étienne Rodriguez lors d'une foire à Silao. C'était en 1979 que j'ai rencontré Esteban. Je venais d'avoir 19 ans et lui en avait 22. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'était la fête d'août de notre village et je flânais avec mes amis entre les stands de nourriture et les attractions. Mon père, que Dieu ait son âme, m'avait donné la permission d'y aller, mais à condition de rentrer avant 22 heures. À cette époque, mes chers amis, les choses étaient très différentes. Les femmes ne sortaient pas seules aussi tard, encore moins une jeune fille de bonne famille comme moi. Mon père, dont Aurélien Arnaud, était un homme très respecté à Silao. Il possédait un atelier de ferronnerie qu'il avait hérité de mon grand-père, et bien que nous n'étions pas riches, nous n'avons jamais manqué de rien chez nous. Ma mère, Doña Espérance, que Dieu l'accueille dans sa gloire, était institutrice à l'école Benito Juárez du centre. Elle nous a toujours appris, à mes 3 frères et à moi, que l'éducation était la chose la plus importante. L'éducation est la seule chose que personne ne peut te prendre, ma fille, me répétait-elle tous les jours quand je partais pour le collège. Nous vivions dans une maison en adobe, avec un toit en tuiles que mon père avait construite de ses propres mains, rue Hidalgo, à 3 pâtés de maison de la place principale. Ce n'était pas une grande maison, mais c'était notre foyer. Elle disposait d'une cour décorée de bougainvilliers violets que ma mère entretenait comme si c'étaient ses propres enfants et d'une petite pièce à l'arrière où mon père gardait les outils de l'atelier. Mes frères étaient Raoul, l'aîné, qui travaillait déjà avec mon père à la ferronnerie, Jesús, qui étudiait la mécanique à Léon, et la plus petite, Laetitia, qui n'avait que 15 ans et était la préférée de toute la famille.
J'étais la deuxième et, étant une fille, ma mère insistait pour que j'apprenne toutes les tâches ménagères, en plus d'aller à l'école. À cette époque, à la fin des années 70, le pays traversait de grands changements. Avec l'arrivée de José López Portillo à la présidence, on disait que le Mexique allait prospérer énormément grâce au pétrole. Dans notre village, on ressentait cet espoir, cette sensation que les choses s'amélioreraient pour tous. Mon père avait commencé à avoir plus de travail à cause de la construction de nouvelles maisons en périphérie de Silao, où ils avaient besoin de grilles et de portails. Mais revenons à cette nuit de la fête foraine, mes chers amis. J'étais avec mes amies Carmel et Rose, toutes deux filles de Monsieur Martinez, qui avait un cabinet sur la place. Nous profitions des manèges quand tout à coup, un grand garçon avec une moustache, très bien habillé, s'est approché de moi et m'a captivé avec son sourire dès le premier instant. « Excusez-moi, mademoiselle », me dit-il en retirant son chapeau de cow-boy. « Voudriez-vous que je vous invite à un esquite ?»« Ouf, mes chers amis, je me suis mise à rougir comme une tomate. » Carmel et Rose ont commencé à rire doucement, et je ne savais pas quoi répondre. Mais il y avait quelque chose dans son regard, dans la façon si respectueuse dont il s'adressait à moi, qui m'a donné confiance. « D'accord, » lui ai-je répondu. « Mais seulement si mes amis viennent aussi. » C'est ainsi que j'ai rencontré Étienne Rodriguez. Nous sommes allés tous les quatre manger des esquites au stand de Doña Chela, qui était juste à côté de la Grande Roue. Il m'a raconté qu'il venait de Léon, qu'il travaillait dans une usine de chaussures et qu'il était venu à la fête parce qu'il avait de la famille à Silao. Mon oncle Ramon vit ici dans le village, m'a-t-il mentionné tout en coupant le maïs dans le gobelet en plastique. J'ai hoché la tête car j'étais familière avec cette boucherie. C'était l'endroit où ma mère achetait la viande le dimanche, un établissement propre et bien approvisionné, ce qui m'a laissé une bonne impression sur la famille d'Étienne. Ce soir-là, nous avons discuté pendant plus de 2 heures. Il m'a partagé que son père était décédé quand il n'était qu'un enfant de 12 ans et qu'il avait dû commencer à travailler très jeune pour soutenir sa mère et ses frères et sœurs cadets. Il m'a mentionné que l'usine où il travaillait lui offrait un bon salaire, qu'il aspirait à créer sa propre entreprise à l'avenir et qu'il souhaitait progresser dans sa vie. « Je n'aime pas rester au même niveau », m'a-t-il dit en me regardant intensément. « Je veux offrir le meilleur à la femme que je fermerai une fois. » Oh, mes chers amis, en entendant cela, j'ai ressenti des papillons dans le ventre. Il me semblait si ambitieux, si différent des garçons du village, qui ne faisaient que travailler dans les champs ou dans l'atelier de leurs parents. Quand il m'a raccompagné chez moi ce soir-là, mon père m'attendait à la porte. Étienne s'est approché avec beaucoup de courtoisie, s'est présenté et a demandé la permission de me rendre visite les dimanches. « Avec le plus grand respect, Don Aurelio, lui a-t-il dit, j'aimerais pouvoir courtiser votre fille. Si vous m'accordez votre autorisation. » Mon père le inspecta de haut en bas et après quelques instants qui parurent une éternité, répondit « D'accord, jeune homme, mais chez moi, ce sont mes règles et il faut garder toute la décence. » C'est ainsi que commença notre relation, mes chers. Esteban venait tous les dimanches depuis Léon avec le bus de 16 heures. Il descendait à la place et marchait jusqu'à chez moi, apportant des fleurs pour ma mère et toujours un cadeau pour moi. Des chocolats Carlos King, un peigne pour les cheveux ou une image de la Vierge de Guadalupe. Nous nous installions dans le salon, toujours en présence de mes parents, et nous parlions de nos projets pour l'avenir. Il me racontait son rêve d'ouvrir un magasin de chaussures, expliquant comment il avait économisé centime par centime pour pouvoir louer un local. Je lui parlais de mes leçons de couture que je prenais avec Madame Carmen, la couturière la plus renommée du village. « Quand nous nous marierons, me disait-il, prenant ma main avec délicatesse pour que mon père ne le remarque pas, tu pourras avoir ton propre atelier de couture et moi, mon magasin de chaussures. Nous allons devenir les commerçants les plus prospères de Silao. » Ces paroles me remplissaient d'émotion, mes chers.
Je m'imaginais notre vie ensemble, chacun travaillant dans son domaine, mais toujours en nous soutenant mutuellement. À l'époque, j'étais très naïve, très rêveuse. Je croyais que l'amour et les bonnes intentions pouvaient tout résoudre. Notre relation s'est étendue sur 3 ans. 3 ans pendant lesquels Esteban n'a jamais manqué un seul dimanche, m'emplissant la tête de rêves et de promesses. En 1982, lorsque j'ai eu 22 ans, il avait déjà ouvert son magasin de chaussures à León, un petit local dans la rue Madero, mais c'était le sien. « Il est temps que nous nous marions, Marie-Hélène, » me dit-il un dimanche de mai, sortant de sa poche une petite boîte contenant une bague qui m'a laissé sans voix. « J'ai déjà mon entreprise, je peux te soutenir comme tu le mérites. » La bague n'était pas impressionnante, mes chers, mais pour moi, c'était la plus belle du monde. Une simple bande en or avec une petite pierre qu'il m'a assuré être un diamant. Bien qu'aujourd'hui, avec un peu plus de connaissances sur ces choses, je pense que c'était du verre. Mais à ce moment-là, à 22 ans, et avec tout l'amour que je lui portais, elle me semblait parfaite. Mes parents ont immédiatement donné leur bénédiction. Ma mère a même pleuré de joie lorsque Esteban leur a demandé formellement ma main. « C'est un jeune homme travailleur et responsable », a dit mon père à ma mère ce soir-là, pensant que je ne les entendais pas. « Il prendra bien soin de notre Marie-Hélène. » Nous nous sommes mariés le 15 octobre 1982 à l'église du Sacré-Cœur de Silao. La cérémonie était magnifique, simple, mais avec tous ceux que nous chérissons le plus présents. J'ai moi-même confectionné ma robe avec l'aide de Madame Carmen, en reproduisant un modèle vu dans un magazine. Elle était en satin blanc, avec des manches longues et une traîne de taille modeste, mais elle avait fière allure. La réception a eu lieu dans le jardin de la maison de mes parents. Ma mère et mes tantes avaient passé 3 jours en cuisine. Elles avaient préparé du mole poblano, du riz rouge, des frijoles charros et bien sûr, il ne pouvait pas manquer le pozole rouge qui était la spécialité de ma grand-mère Refugio. Mon père avait fait construire une estrade pour que le mariachi et les galops de Silao jouent jusqu'à tard dans la nuit. Esteban était incroyable dans son costume bleu marine, qu'il avait acheté spécialement pour le mariage à León. Nous avons dansé notre première chanson, La Llorona, qui était ma préférée à l'époque. Je me souviens qu'en me prenant par la taille pour danser, il m'a murmuré à l'oreille « Maintenant, tu es mienne pour toujours, Marie-Hélène ». Après le mariage, nous avons déménagé à León, dans un petit appartement qu'Esteban avait loué au-dessus de sa cordonnerie. C'était un endroit petit mais très confortable, avec une chambre, un salon-salle à manger, une petite cuisine et une salle de bain. Depuis les fenêtres, j'avais vue sur la rue Madero, où je pouvais voir la vie quotidienne des gens qui passaient. Les premières années furent merveilleuses, mon cher. Esteban travaillait à la cordonnerie de 7 heures du matin à 9 heures du soir, et je m'occupais d'être la femme parfaite qu'il croyait mériter. Je me levais tôt pour lui préparer le petit déjeuner, je lui apportais le déjeuner chaud à midi, et l'après-midi, je l'aidais à servir les clients lorsque c'était très fréquenté. J'avais aussi monté un atelier de couture dans la petite arrière-boutique de l'appartement. J'ai commencé par faire des robes pour les voisines, des retouches et des broderies pour les quinceañeras. Je ne gagnais pas grand-chose, mais j'adorais avoir mon propre argent. Au début, Esteban était fier de moi. « Regardez, c'est ma femme, » disait-il à ses amis. « Elle est travailleuse et talentueuse. » En 1984, notre premier fils, Esteban Junior, est né et il est devenu la plus grande joie de ma vie. Un beau bébé, en bonne santé, qui pleurait peu et dormait bien. Esteban débordait de bonheur. « Il est exactement comme moi, » répétait-elle en le portant pendant des heures. « Il va devenir commerçant comme son père. » Mais c'est avec l'arrivée d'Esteban Junior que j'ai commencé à remarquer les premiers signes de ce qui allait arriver. Mon mari a commencé à se transformer, mais d'une manière si subtile que je n'en étais pas consciente. Il sortait plus souvent avec ses amis,
rentrait plus tard que d'habitude et se montrait plus irritable lorsque l'enfant pleurait. C'est que je suis très stressée, avait l'habitude de me dire Marie-Hélène quand je lui demandais pourquoi il était de mauvaise humeur. L'affaire grandit beaucoup et j'ai de nombreuses responsabilités. Ce n'est pas facile de maintenir une famille. Je le croyais, chers amis. À cette époque, j'étais si naïve que je pensais que l'amour et la patience pouvaient résoudre n'importe quel problème. Quand il revenait de mauvaise humeur, je préparais son plat préféré. S'il disait que l'enfant faisait trop de bruit, je l'emmenais dans la chambre du fond pour ne pas le déranger. En 1986, notre deuxième fille, Laetitia, est née, un nom que nous avons choisi en l'honneur de ma sœur, une autre belle petite fille, mais cette fois, Esteban n'a pas montré autant d'enthousiasme. J'espérais que ce serait un garçon, m'a dit le docteur en me remettant le bébé. Les hommes ont besoin de fils pour les aider dans le commerce. À ce moment-là, sa chaussure avait déjà bien grandi. Il avait engagé 2 employés et vendait des chaussures non seulement à Léon, mais aussi dans des localités environnantes. Il avait plus d'argent qu'avant, mais ironiquement, il est devenu plus avare avec moi et pour les dépenses ménagères. « Il faut faire attention à l'argent, Marie-Hélène », me disait-il chaque fois que je lui demandais quelque chose pour les enfants. Ne nous habituons pas à dépenser, sinon on n'aura plus rien. En 1988, alors que je fêtais mes 28 ans, notre 3e enfant est arrivé, Rodolphe. À ce moment-là, la relation entre Esteban et moi était très tendue. Il vivait pratiquement dans la boutique, rentrait très tard chaque nuit et les week-ends. Il sortait avec ses amis pour faire des affaires, comme il aimait dire. J'étais devenue une mère célibataire, malgré le fait que j'étais mariée. J'avais la responsabilité de m'occuper de 3 petits. Je continuais avec mon atelier de couture pour contribuer aux dépenses et en plus, je devais supporter les constantes plaintes d'Esteban, notamment sur la propreté de la maison, le bruit que faisaient les enfants et que je n'étais plus la femme joviale que j'avais été. « Tu n'es plus la même, Marie-Hélène, » me disait-il lors de nos disputes. « Avant, tu étais amusante, maintenant tu ne fais que te plaindre et t'occuper des enfants. Cependant, malgré tout, je gardais mon amour pour lui. Je pensais que nous traversions simplement une mauvaise passe, que lorsque l'entreprise se stabiliserait et que les enfants grandiraient un peu, les choses reviendraient à la normale. En 1990, nous avons décidé d'acheter une maison en périphérie de Léon. C'était un foyer accueillant avec 2 chambres et un petit patio où les enfants pouvaient jouer. Esteban avait réussi à économiser un acompte et avait obtenu un prêt de l'Infonavit pour couvrir le reste avec des paiements mensuels. « Maintenant, nous allons être une famille prospère », m'a-t-il dit le jour où nous avons reçu les clés. J'étais incroyablement excitée par cette maison, mes chers. Je pensais que c'était le début d'une nouvelle étape dans nos vies. Je me suis consacrée avec tout mon cœur à la décorer, à en faire un joli foyer pour ma famille. J'ai peint les murs avec des couleurs vives, planté des fleurs dans le patio et même brodé les rideaux à la main. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'étais pas encore consciente que mon mari avait déjà d'autres projets en tête, des projets qui ne m'incluaient ni moi ni nos enfants. En 1992, alors que j'avais 32 ans, Esteban avait étendu son entreprise. Il possédait désormais 2 magasins de chaussures, l'original à Léon et un nouveau à Celaya. Il voyageait constamment entre les 2 villes et parfois s'absentait de la maison jusqu'à 3 jours de suite. « L'affaire de Celaya est très exigeante, m'expliquait-il. J'ai besoin d'être présent pour m'assurer que tout est en ordre. Je le croyais, mais je commençais à remarquer des détails qui ne collaient pas. Parfois, j'appelais le magasin de Celaya et on me disait qu'il n'était pas là. En rentrant chez moi, je trouvais des vêtements qui sentaient un parfum qui n'était pas le mien. J'avais aussi des dépenses que je ne comprenais pas tout à fait. « Ne sois pas méfiante », me répétait Marie-Hélène chaque fois que je soulevais quelque chose. Je travaille toute la journée pour te fournir le meilleur à toi et à nos enfants, et au lieu de me montrer reconnaissante, tu me remets en question comme si j'étais un criminel.
Les années 90 ont été extrêmement compliquées pour tout le Mexique, mes chers. L'inflation était très élevée, les prix augmentaient chaque mois, et bien qu'Esteban gagnait plus qu'avant, son salaire servait à beaucoup moins de choses. De plus, il a commencé à devenir très contrôlant quant aux dépenses du ménage. Il me fournissait une somme fixe tous les 15 jours pour la nourriture et d'autres dépenses essentielles, mais si j'avais besoin de quelque chose de plus, je devais le demander et justifier chaque centime. Mon atelier de couture ne rapportait plus autant d'argent à cause de la forte concurrence, et de plus, je n'avais pas beaucoup de temps pour travailler avec 3 jeunes enfants. « Montre-moi les factures », me disait-il quand je demandais plus d'argent. Dis-moi exactement dans quoi tu as dépensé jusqu'au dernier sou. C'était une expérience humiliante, mes chers. Moi qui avais été si indépendante en tant que jeune femme, j'avais maintenant besoin de sa permission même pour m'acheter une crème pour les mains. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était le changement que j'observais en lui avec les enfants. Avant, il jouait avec Esteban Junior, l'emmenait au parc et lui enseignait le métier. Maintenant, il arrivait fatigué et frustré, les enfants en avaient même peur. « Taisez-vous » criait-il quand il faisait le moindre bruit. « Votre père rentre fatigué du travail à cause de vous, et la seule chose que vous savez faire, c'est de le déranger. » Laetitia, qui était très sensible, pleurait chaque fois qu'il élevait la voix. Rodolphe, le plus petit, se cachait derrière moi dès que son papa entrait. Et Esteban Junior, qui avait déjà 8 ans, commença à avoir des cauchemars et des difficultés à l'école. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. « Les enfants ont besoin de toi, » lui disais-je. « Tu es leur père, ils aspirent à ton affection. Ce dont ils avaient besoin, c'était de discipline, » me disait-il. « Tu es trop attentive à eux, ainsi ils n'accompliront rien dans la vie. » En 1995, lorsque j'ai eu 35 ans, j'avais déjà un profond sentiment dans mon cœur que quelque chose ne se passait pas bien dans mon mariage, mais je ne voulais pas l'admettre. Je m'accrochais à l'espérance que les choses s'amélioreraient, que ce n'était qu'une phase difficile. De plus, mes très chers, à cette époque, le divorce n'était pas bien vu, surtout dans des familles comme la nôtre. Ma mère m'avait toujours répété que le mariage devait être pour la vie, qu'une femme décente endure les moments difficiles aux côtés de son mari. « Ce n'est pas toujours la vie en rose », me disait ma fille, lorsque je lui racontais quelques problèmes au téléphone. « Ton père et moi avons aussi traversé des périodes difficiles, mais nous sommes là après tant d'années. » Mais ce que ma mère ne savait pas, c'était à quel point les choses devenaient graves. L'année 1998 fut le moment où tout commença à s'effondrer comme un château de cartes. Mes très chers, j'avais alors 38 ans. Esteban Junior avait 14 ans, Laetitia 12 et Rodolphe 10. C'étaient des enfants merveilleux, intelligents, mais je pouvais voir dans leurs yeux la tristesse de grandir dans un foyer rempli de tensions. Esteban avait déjà ouvert 3 magasins de chaussures, Léon, Celaya et un nouveau à Irapuato. En apparence, nous étions une famille prospère. Nous avions notre propre maison. Il conduisait une nouvelle camionnette Suburban et j'avais une Mitsuru pour emmener les enfants à l'école. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Les absences de mon mari devenaient de plus en plus longues et fréquentes. Parfois, il partait le lundi et ne revenait que le vendredi soir. Quand je lui demandais pourquoi il passait tant de temps dehors, il répondait qu'il développait l'entreprise, qu'il envisageait d'ouvrir un 4e magasin de chaussures à Querétaro. « C'est maintenant ou jamais, Marie-Hélène, » me disait-il avec le ton qu'il adoptait quand il essayait de me convaincre. « Le marché est parfait pour se développer, mais j'ai besoin de me consacrer entièrement au projet. » Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'il consacrait effectivement du temps à un projet, mais pas à un magasin de chaussures. J'ai commencé à percevoir des situations étranges au cours de cette année. Une fois, en lavant ses chemises, j'ai trouvé une note dans la poche disant « Je t'aime mon ciel », écrite d'une écriture qui n'était définitivement pas la mienne.
Quand je lui ai montré la note, il m'a expliqué que c'était d'une cliente qui remerciait pour des chaussures spéciales qu'il lui avait trouvées pour son mariage. Cette dame est un peu folle, a-t-il commenté en riant. Elle s'excite trop pour tout. Une autre fois, en vérifiant les relevés de compte que nous recevions à la maison, j'ai vu des charges dans des restaurants luxueux de Celaya qui ne collaient pas. Quand je lui ai demandé, il a dit qu'il avait dû emmener des fournisseurs importants déjeuner. C'est comme ça qu'on fait des affaires, Marie-Hélène. Tu ne peux pas inviter des gens importants à dîner des tacos au coin de la rue? Mais cher, il avait une justification pour tout. Une justification qui semblait raisonnable, mais qui me laissait un goût amer dans la bouche. J'ai commencé à développer cette intuition que nous, les femmes, avons quand quelque chose ne va pas, même en même temps que je résistais à ce que je ressentais. En décembre 1998, il s'est passé quelque chose qui aurait dû déclencher une alerte en moi, mais je restais aveugle. Esteban est rentré à la maison en disant qu'il fallait célébrer les bons résultats de l'année du magasin de Celaya et que tous les employés viendraient avec leurs épouses. « Et pourquoi je n'y vais pas moi ?» ai-je demandé. « Eh bien, Marie-Hélène, tu crois vraiment que tu vas t'amuser là-bas ? On ne parlera que de travail, de chiffres, de choses ennuyeuses. Tu ferais mieux de rester avec les enfants. C'est décembre et ils ont beaucoup de devoirs. » Ce soir-là, il est sorti très élégant, vêtu de son meilleur costume, et il a même mis du parfum, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Il est rentré le lendemain après-midi avec une tête de lendemain de fête et de très mauvaise humeur. « C'était horrible, m'a-t-il dit. Que de beuveries et de commérages. La prochaine fois, je ne viens pas. » Pourtant, quelque chose dans son regard ne m'a pas mise à l'aise. Un mélange de culpabilité et de satisfaction qui m'a fait un nœud au ventre. Au début de l'année 1999, les choses à la maison étaient devenues insoutenables. Esteban rentrait de très mauvaise humeur. Il trouvait toujours des raisons de discuter avec moi et était complètement intolérant avec les enfants. Il ne dînait plus avec nous, ne parlait pratiquement pas de sa journée et ne se souciait pas des notes des enfants. « Je suis très stressée », était sa réponse à tout. L'entreprise croît très vite et j'ai beaucoup de pression, mais j'ai commencé à soupçonner que son stress avait un nom et un prénom. En mars 1999, ma sœur Laetitia est venue nous rendre visite depuis Silao. Elle avait toujours été très perspicace et, après 3 jours passés chez nous, elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Marie-Hélène, pardonne-moi de te le dire, mais ton mari se comporte comme un homme qui a d'autres affaires. » « Quelles autres affaires ?» lui ai-je demandé, bien que je savais déjà ce qu'elle voulait dire. « Comme un homme qui a une autre femme, » m'a-t-elle chuchoté pour que les enfants n'entendent pas. Ma complice Espérance, celle qui habite à Celaya, m'a raconté qu'elle avait vu un homme ressemblant à Esteban dans un restaurant avec une jeune femme et qu'il se comportait de manière très affectueuse. « Ça doit avoir été une erreur de ta complice, » lui ai-je répondu, mais la graine du doute était déjà plantée dans mon cœur. Cette même semaine, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, enquêter par moi-même. Le vendredi où Esteban est parti à Celaya, j'ai engagé ma voisine pour s'occuper des enfants et j'ai conduit ma Mitsuru jusqu'à là-bas. Je suis arrivé à la cordonnerie vers 14 heures. Elle était fermée et avait une pancarte disant « Retour dans 1 heure ». Je suis resté à attendre dans ma voiture, garée à un endroit où je pouvais bien voir l'entrée. À 15h30, Esteban est arrivé dans son suburbain, mais il n'était pas tout seul. Une femme l'accompagnait qui semblait beaucoup plus jeune que moi, avec des cheveux en dégradé comme c'était à la mode à l'époque, et elle portait des vêtements très tendance. Ils sont descendus en riant, et ce que j'ai vu après m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Esteban m'a enserré à la taille, m'a déposé un baiser sur les lèvres, et ensemble, ils sont entrés dans le magasin de chaussures. Je suis restée assise dans ma voiture, tremblante, incapable de croire ce que je venais de voir.
C'était réel. Mon mari, le père de mes enfants, l'homme à qui j'avais donné ma vie, me trompait. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, paralysée, mes chers. Ça aurait pu être 1 heure ou peut-être seulement 5 minutes. Je sais juste que quand j'ai enfin réagi, j'ai démarré la voiture et je suis rentrée à Léon en conduisant comme un zombie, les larmes coulant sur mes joues. Cette nuit-là, quand Esteban est rentré à la maison, il a agi comme si de rien n'était. Il a dîné normalement, regardé la télévision et même joué un peu avec Rodolphe. Je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. « Ça va, Marie-Hélène » m'a-t-il demandé en remarquant mon silence. « Oui, je suis juste un peu fatiguée » lui ai-je répondu en mentant. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir une seule minute. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce que j'allais faire avec cette nouvelle information. Allais-je le confronter, feindre de n'avoir rien vu? Allais-je contacter cette femme? Mon esprit était un tourbillon d'émotions et je ne savais pas par où commencer. Le lendemain, lorsqu'Esteban est parti au travail, j'ai appelé ma sœur Laetitia à Silao. « Letty, lui ai-je dit en sanglotant, tu avais raison. Esteban a une autre femme. »« Oh, ma petite sœur, m'a-t-elle répondu avec tristesse dans la voix. J'espérais me tromper. Je lui ai tout raconté sur ce que j'avais vu et elle m'a conseillé d'avoir de la patience, de réfléchir avant de prendre une décision. Parfois, les hommes ont des aventures passagères, m'a-t-elle dit. Peut-être que si tu ne fais pas de scandale, il passera son envie et reviendra avec toi. Mais au fond, je savais que ce n'était pas juste une aventure temporaire. La façon dont il l'a étreinte, comme il l'a embrassée et comme ils riaient ensemble, c'était celle d'un homme amoureux. Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de me comporter normalement, mais c'était une tâche impossible. Chaque fois qu'Esteban me touchait, je ressentais une répulsion intense. Chaque fois qu'il me disait qu'il m'aimait, je savais que c'était un mensonge. Chaque fois qu'il partait à Celaya, mon esprit s'emballait sur ce qu'il pouvait être en train de faire avec elle. Une nuit, après avoir couché les enfants, j'ai rassemblé le courage nécessaire et décidé de le confronter. « Esteban, lui ai-je dit, nous devons parler maintenant. Je suis très fatiguée, Marie-Hélène. Ce ne peut pas être pour demain. Non, ça doit être tout de suite. Je sais pour ta maîtresse à Celaya. Son visage s'est figé, mes chers. » Il est devenu aussi pâle qu'une feuille de papier et, pendant un instant, il ne savait pas quoi répondre. « De quoi parles-tu » m'a-t-il demandé, déjà sans la confiance d'avant. « Je t'ai vu avec elle vendredi dernier » lui ai-je répondu. « Je vous ai vu vous embrasser devant le magasin de chaussures. » Son expression a complètement changé. D'abord, il a essayé de le nier, puis il a minimisé la situation et enfin, il a explosé contre moi. « Tu n'es plus la même femme qu'avant, » m'a-t-il crié. « Tu ne prends plus soin de moi comme avant. Tu ne te fais plus belle. Tu ne fais plus attention à moi. Toute la journée, tu es juste avec les enfants. » Je suis restée sans voix, mes chers. Je ne pouvais pas croire qu'il me tenait pour responsable de sa trahison. « Je m'occupe de tes enfants, » lui ai-je crié en retour. « J'ai entretenu ta maison. Je t'ai attendu toutes les nuits pendant que tu étais avec cette femme. » « Ce n'est pas ce que tu crois, » m'a-t-il dit. « C'est juste une amie qui me comprend et m'écoute. »« Ah, bien sûr, et tu embrasses toutes tes amies sur la bouche. » Cette discussion s'est prolongée jusqu'à très tard. Les enfants se sont réveillés à cause des cris et nous avons dû improviser que nous regardions un film très fort. Au final, Esteban m'a promis qu'il mettrait fin à cette relation, que c'était une erreur, qu'il ne m'aimait que moi. « Donne-moi une chance, Marie-Hélène » a-t-il supplié avec des larmes aux yeux. « Je ne veux pas perdre ma famille. Toi et les enfants êtes ceux qui comptent le plus pour moi. » Et moi, mon Dieu, je l'ai cru ou je voulais le croire. Je me suis accrochée à ces mots comme un naufragé à un morceau de bois, parce qu'affronter la réalité que mon mariage était fini m'effrayait trop. Les mois suivants ont été des montagnes russes émotionnelles, mes chers. Esteban a commencé à rentrer à la maison plus tôt. Il ne voyageait plus autant à Celaya et a essayé d'être plus affectueux tant avec moi qu'avec les enfants.
Je voulais croire que nous avions simplement surmonté une crise, mais les femmes avons un sixième sens pour ces situations. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Esteban avait l'air inquiet, comme s'il jouait un rôle qui ne lui convenait pas. Parfois, je le surprenais à regarder son téléphone avec un sourire qui disparaissait en me voyant. En juillet 1999, alors que je pensais que nous avions déjà traversé le pire, j'ai découvert que les choses étaient considérablement plus graves que je ne l'imaginais. En nettoyant le placard de notre chambre, une boîte en carton qui était en hauteur est tombée. En la soulevant, des papiers ont attiré mon attention. C'étaient des extraits d'une carte de crédit que je ne connaissais pas. En les examinant, mes chers, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. De grosses dépenses dans des hôtels, des restaurants luxueux, des bijouteries et des magasins de vêtements haut de gamme, le tout à Celaya et à des dates où Esteban était censé être au travail. Cependant, ce qui m'a le plus frappé, ce sont des reçus d'un magasin de meubles à Celaya. Il avait acheté un ensemble de salons complets, une chambre à coucher, une cuisinière et un réfrigérateur, comme s'il meublait un foyer. Mon cœur battait si vite que j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Avec les mains tremblantes, j'ai continué à parcourir les documents. Il y en avait d'autres, des reçus d'une fleuriste, d'une boutique de lingerie fine, jusqu'à une bijouterie où il avait acheté des boucles d'oreilles en or. Au fond de la boîte, j'ai trouvé quelque chose qui m'a complètement abattue. Une photographie d'Esteban avec la même femme que j'avais déjà vue, mais sur cette image, ils étaient dans un foyer que je ne reconnaissais pas, enlacés dans ce qui semblait être un salon récemment décoré. Au dos de la photo, quelqu'un avait écrit avec une belle calligraphie « Notre premier foyer, avril 1999. Pour toujours, mon amour. Les larmes ont commencé à couler sans que je puisse les retenir, mes chers. Non seulement il me trompait, il avait déjà formé un foyer avec cette femme. Grâce à mes efforts et à l'argent que je pensais qu'il était pour notre famille, il avait construit une autre réalité. Je me suis assise par terre dans le placard, pleurant comme je ne l'avais jamais fait de ma vie. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation absolue. Pendant que je luttais pour que notre budget soit suffisant, en prenant soin de ses enfants et en essayant d'être la femme idéale, il dépensait des fortunes pour une autre femme. Quand Esteban est arrivé ce soir-là, j'avais déjà tous les documents étalés sur la table de la cuisine. « Explique-moi ça », lui ai-je dit sans élever la voix ni pleurer, juste avec une froideur qui m'a surprise moi-même. Il est resté à la porte de la cuisine comme une statue. Il a vu les papiers, a regardé la photo et a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Marie-Hélène, je peux l'expliquer. »« Quoi expliquer ?»« Que tu as acheté une maison à ta maîtresse avec notre argent, que tu as vécu une double vie pendant des mois, que tu m'as fait sentir comme une idiote tout ce temps. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne me sous-estime pas, Esteban. Tout est ici. Les meubles, les hôtels, même les boucles d'oreilles que tu as achetées. Cette nuit-là, nous avons eu la discussion la plus horrible de toutes nos années ensemble. Esteban a cessé d'essayer de nier, il n'a plus demandé pardon. Au lieu de cela, il m'a attaqué avec une dureté que je ne savais pas qu'il avait. « Oui, c'est vrai », m'a-t-il crié. « Oui, j'ai une autre femme et oui, je l'entretiens. Et tu sais quoi, elle m'apprécie vraiment. Elle se fait belle pour moi. Elle me fait sentir comme un homme accompli. Je t'ai donné 3 enfants, lui ai-je crié en pleurant. J'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. Exactement. Tu t'es sacrifiée et tu es devenue une femme amère qui ne sait que se plaindre. Tu n'es plus la Marie-Hélène dont je suis tombé amoureux. Ces mots m'ont blessé plus que tout coup physique, mes chers, car au fond, je savais qu'il avait raison sur certains points. Je n'étais plus la même Marie-Hélène d'il y a 19 ans. Mais comment pouvais-je être ainsi après avoir donné naissance à 3 enfants, pris soin de la maison et contribué au ménage? Si tu es vraiment si malheureux avec moi, pourquoi ne pars-tu pas? Lui ai-je lâché entre 2 sanglots. Parce que c'est ma maison, a-t-il répondu avec une froideur qui m'a glacé le sang. Parce que ce sont mes enfants. Je ne te laisserai pas me prendre ce qui m'appartient. Alors je partirai, lui ai-je répondu.
Où? Avec quel argent? Tu n'as pas de travail, pas d'économie, tu n'as rien. Sans moi, tu n'es personne, Marie-Hélène. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé les mots qui resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. Tu peux faire ta scène autant que tu veux, mais à la longue, tu devras t'adapter parce que tu n'as pas d'alternative. Tu es une femme de 39 ans avec 3 enfants, sans carrière, sans argent. Qui te soutiendra? Qui s'occupera de toi? Je suis tout ce que tu as. Cette nuit-là, je suis restée à pleurer dans le salon jusqu'à l'aube. Les enfants se sont réveillés, demandant pourquoi il y avait tant de bruit, et j'ai dû inventer que leur papa et moi avions eu un malentendu et que tout allait bien maintenant. Dans les jours qui ont suivi, Esteban agissait comme si rien ne s'était passé. Il se levait, prenait son petit déjeuner, allait travailler et revenait le soir comme d'habitude. Mais il ne me parlait plus que pour le minimum. « Ils vont manger ?» me demandait-il. « J'ai besoin d'argent pour les frais de scolarité, me disait-il. » Et c'était tout, zéro affection, zéro considération. Nous étions comme 2 étrangers coexistant dans la même maison. Je me sentais complètement perdue, mes chers. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi, mais je ne savais pas non plus comment sortir de cette situation. Esteban avait raison sur un point. Économiquement, j'étais complètement à sa merci. Mon atelier de couture n'apportait même pas de quoi nourrir ma famille pour une semaine. J'ai appelé ma sœur Laetitia à la recherche de conseils. « Viens ici », m'a-t-elle suggéré. « Toi et les enfants pouvez rester chez mes parents jusqu'à ce que tu trouves du travail. Mais je ne voulais pas rentrer battue à Silao. Je ne voulais pas que tout le village assiste à mon échec. De plus, quel type d'emploi pourrais-je trouver ? J'avais déjà 39 ans, je n'avais pas de diplôme et j'étais éloignée du monde du travail depuis longtemps. « Donne-moi du temps », lui ai-je demandé. « Laisse-moi réfléchir, mais le temps s'est écoulé plus vite que je ne l'avais prévu. En octobre 1999, alors que j'avais 39 ans et que nous n'avions pas communiqué autrement que de manière strictement nécessaire depuis 1 mois, Esteban est arrivé un soir avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Marie-Hélène, m'a-t-il dit une fois que les enfants étaient au lit. Nous devons parler. »« Maintenant, tu veux parler ?» lui ai-je répondu avec ironie. « C'est quelque chose d'important, de très important. » Il s'est assis à la table de la cuisine et son visage montrait que ce qu'il allait révéler lui coûtait. « Les magasins de chaussures sont en grave problème financier, m'a-t-il dit. J'ai beaucoup de dettes et je ne peux plus couvrir toutes les dépenses. Quel genre de problème ? Lui ai-je demandé, bien que j'avais déjà une idée de la réponse. Je dois de l'argent aux fournisseurs, je suis en retard sur les loyers des locaux, je dois les frais de scolarité des enfants et la banque me presse parce que j'ai manqué mes paiements pour la maison. Combien dois-tu ? Environ 1 demi-million de pesos. Je n'ai pas trouvé mes mots. À l'époque, 1 demi-million de pesos était une somme énorme. C'était plus d'argent que nous n'en avions accumulé durant toute notre vie ensemble. Et comment as-tu réussi à accumuler autant de dettes ? Esteban ne m'a pas répondu directement, mais je connaissais déjà la réponse. Tout cet argent qu'il avait dépensé pour sa maîtresse, pour meubler son foyer et mener cette double vie, avait été tiré des magasins de chaussures. Je vais devoir fermer les magasins de Celaya et Irapuato, m'a-t-il annoncé, et probablement celui de Léon aussi. Alors, de quoi allons-nous vivre ? Je ne sais pas, c'est pour ça que nous devons parler. Cette conversation a duré jusqu'à 3 heures du matin. Esteban m'a expliqué qu'il avait utilisé la maison comme garantie pour un des prêts qu'il avait demandé pour son entreprise. Si je ne payais pas, la banque se retrouverait avec notre maison. Comment as-tu pu faire ça sans m'en parler ? Lui ai-je crié. Cette maison m'appartient aussi. J'avais besoin de l'argent d'urgence, m'a-t-il répondu. Je pensais pouvoir gérer la situation. Y avais-tu pensé avant de débourser une fortune pour ta maîtresse ? C'était la première fois qu'il reconnaissait ouvertement quel avait été le problème. Oui, j'ai investi beaucoup d'argent dans Sandra, m'a-t-il avoué. Mais j'ai déjà mis un terme à cela. Maintenant, l'essentiel est de sauver ce qui peut l'être. Sandra, c'est le nom de ta maîtresse. Et maintenant tu as fini avec elle, n'est-ce pas ? Pourquoi n'as-tu plus d'argent pour la maintenir ?
Marie-Hélène, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides à réfléchir à nos options. Mais je n'avais plus rien à réfléchir, je ne voulais plus avoir de conversation avec lui. Mon mariage était fini, pas lorsque j'ai découvert la trahison, mais cette nuit-là, quand j'ai compris qu'il avait compromis l'avenir de ses propres enfants pour une aventure. « Ce que tu décideras ne m'intéresse plus, » lui ai-je répondu en me levant de la table. « Je vais demander le divorce, Marie-Hélène. Ne dramatise pas, nous pouvons surmonter cette crise si nous collaborons. Collaborer comme quand tu m'as soutenu en dépensant nos économies pour une autre femme. Ce fut la dernière conversation sérieuse que nous avons eue en tant que couple, mes chers. » À partir de ce moment, tout s'est transformé en combat. Les semaines suivantes ont été un véritable enfer, mes chers. Esteban est devenu furieux en réalisant que je parlais sérieusement de divorce. Il a commencé à faire tout ce qu'il pouvait pour compliquer ma vie et me prouver que sans lui, je ne pouvais rien faire. D'abord, il m'a retiré mes cartes de crédit et mes chèques. Ensuite, il m'a informé qu'il ne me fournirait plus d'argent pour les dépenses du foyer. « Si tu veux divorcer, tu devras te débrouiller seul, m'a-t-il dit. Voyons comment tu t'en sors. J'ai été contrainte de vendre certaines de mes affaires précieuses. Mon alliance, des boucles d'oreilles en or que ma mère m'avait offertes, même ma machine à coudre pour pouvoir acheter de la nourriture et payer les factures. Les enfants ont commencé à réaliser que quelque chose de très grave se passait. Esteban Junior, qui avait déjà 15 ans, m'a demandé clairement ce qui se passait. « Papa et maman ont des problèmes, » lui ai-je répondu. « Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour prendre soin de vous. »« Vous allez divorcer ?» demanda Laetitia, qui avait 13 ans. « C'est possible, ma chérie, mais cela ne signifie pas que nous vous aimons moins. Vous serez toujours la chose la plus importante pour nous deux. » Rodolphe, le plus petit, âgé de 11 ans, était très triste et commença à avoir des cauchemars. Une nuit, il s'est approché de mon lit en pleurant. « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose pour que papa soit en colère ?» m'a-t-il demandé. Ça m'a brisé le cœur, mes chers. Expliquer à mes enfants que notre famille se désintégrait a été l'une des tâches les plus difficiles auxquelles j'ai dû faire face dans ma vie. En novembre 1999, j'ai cherché un avocat pour m'assister dans le divorce. L'avocat Morales, qui avait son bureau près du centre de Léon, m'a informé de mes droits et de ce que je pouvais attendre du processus. « Vous avez droit à la moitié des biens matrimoniaux », m'a-t-il dit. Cependant, d'après ce que vous me dites, les dettes dépassent les biens. Il m'a expliqué que, étant donné que la maison était hypothéquée et que les magasins de chaussures généraient plus de dettes que de bénéfices, je me retrouverais pratiquement sans rien. La seule chose qu'il pouvait me garantir était la pension alimentaire pour les enfants. « Et pour moi ?» lui ai-je demandé. « Étant donné que vous êtes jeune et capable de travailler, il pourrait être compliqué de vous accorder une pension alimentaire. Ce n'est que s'il y avait eu de la violence domestique ou des circonstances particulières. Il n'y avait pas de violence domestique, du moins physique, mais il y avait eu beaucoup de violences émotionnelles, économiques et psychologiques. Les audiences de divorce ont commencé en janvier 2000. Ce furent les mois les plus humiliants de ma vie, mes chers. Esteban a engagé un avocat très coûteux qui s'est donné pour mission de me dépeindre comme une femme paresseuse, entretenue, qui n'avait pas contribué au patrimoine familial. La dame ne s'est occupée que des tâches ménagères, affirmait son avocat. Elle n'a pas d'études supérieures, n'a pas de travail stable et ne peut justifier de revenus par elle-même. Elle a dépendu de mon client pendant les 18 dernières années. J'avais envie de crier que j'avais élevé leurs enfants, que j'avais maintenu leur foyer, que j'avais travaillé dans mon atelier pour aider à couvrir les frais, mais légalement, je ne pouvais pas justifier ces contributions. Ce qui était le plus douloureux, c'était quand l'avocat d'Esteban a commencé à suggérer que j'étais une mauvaise mère d'avoir causé la crise familiale à cause de ma jalousie et de ma méfiance infondée. Mon client est un homme travailleur qui a durement travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, disait la dame.
Au lieu de le soutenir dans ces moments difficiles, elle s'est occupée de lui rendre la vie impossible avec des accusations sans fondement. Sans fondement. Elle avait des photos et des reçus de toutes ses dépenses avec sa maîtresse. Mais lorsque j'ai essayé de présenter ces preuves, l'avocat d'Esteban a affirmé qu'elles avaient été obtenues illégalement car il avait fouillé ses affaires sans son consentement. Le processus s'est prolongé pendant des mois. Pendant ce temps, l'atmosphère à la maison devenait de plus en plus tendue. Esteban avait commencé à rentrer ivre certaines nuits et dans ces conditions, il devenait très agressif verbalement. « Regarde ce que tu as réalisé avec ton obstination » me criait-il. « Maintenant, les enfants vont grandir dans une maison brisée à cause de toi. Par ma faute, je ne lui répondais pas. Par la tienne, pour ne pas avoir su être un homme de famille. Une nuit de mars 2000, tout a dégénéré. Esteban est rentré très ivre et a commencé à me crier dessus devant les enfants. « Tout cela est ta faute, me dit-il. Si tu étais une vraie femme, je n'aurais pas eu besoin de chercher une autre. Et si tu étais un vrai homme, tu n'aurais pas risqué ta famille pour une aventure, lui répondis-je. C'est alors qu'il me lança une phrase que je n'oublierai jamais. « Sais-tu quoi, Marie-Hélène? J'en ai marre de toi et de tes reproches. Demain, je pars de cette maison et j'emmène les enfants avec moi. Les enfants restent avec moi. Tu ne peux pas les garder. Je suis leur père et la décision m'appartient. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur Laetitia en larmes. Il veut prendre mes enfants, lui dis-je en sanglotant. Il dit que je n'ai pas le droit de les garder par manque d'argent. Reste calme, Marie-Hélène me conseilla. Consulte ton avocat dès demain. Un père ne peut pas simplement prendre les enfants comme ça. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, Esteban n'était déjà plus à la maison. Il avait fait ses valises, pris ses documents et laissé une note sur la table de la cuisine. Marie-Hélène, je quitte la maison car je ne peux plus supporter cette situation. Je ne vais pas continuer à vivre dans un environnement rempli de disputes et de reproches. Les enfants peuvent rester avec toi pour l'instant, mais ne t'attends pas à recevoir un centime de ma part. Si tu veux le divorce, prends-en soin, mais je ne vais pas maintenir une femme qui ne me respecte pas. J'espère que tu es satisfaite de ce que tu as accompli, Esteban. Je suis restée là, dans la cuisine, à relire cette note encore et encore, incapable de croire qu'après 18 ans de mariage, mon mari m'avait laissée d'une manière si lâche. Les enfants sont descendus pour le petit déjeuner et ont demandé où était leur papa. Il est parti tôt au travail. Je leur ai dit un mensonge parce que je ne savais pas comment leur expliquer que leur père nous avait abandonnés. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et qu'Esteban ne revenait pas, les enfants ont commencé à comprendre qu'il s'était passé quelque chose d'irréversible. « Papa ne vivra plus ici ?» m'a demandé Rodolphe une nuit. « Non, mon chéri » lui ai-je répondu en l'embrassant. « Papa et maman ne peuvent plus être ensemble, mais ils t'aiment beaucoup. C'était un mensonge, car s'ils nous aimaient vraiment, ils ne nous auraient pas laissés dans cette situation. » Les premiers mois après le départ d'Esteban ont été les plus compliqués de ma vie, mes chers. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec 3 enfants, sans revenus stables et avec les dettes qu'il avait laissées derrière lui. Le premier grand choc a été lorsque j'ai reçu la notification de la banque indiquant que j'avais 30 jours pour être à jour avec les paiements de la maison, sinon le processus de saisie serait lancé. Esteban n'avait pas effectué de paiement depuis 4 mois et je n'avais aucune idée de ce qu'il devait. Je suis donc allée demander au monsieur de la banque quand je suis allée m'informer de la situation, y compris des frais supplémentaires et des intérêts. « C'est 180 000 pesos, m'a-t-il répondu en regardant son ordinateur. À ce moment-là, je n'avais même pas 180 pesos. « Et si je vends la maison ?» lui ai-je demandé. « Cette vente suffira-t-elle à rembourser la dette ? Peut-être, mais cela devrait être une vente rapide, et dans ce cas, on perd toujours de l'argent. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir en pensant que mes enfants et moi pourrions nous retrouver sans abri.
La maison représentait la seule chose que nous avions, notre seule source de stabilité au milieu de cette crise. Le lendemain, j'ai consulté Maître Morales sur mes alternatives. Légalement, m'a-t-il expliqué, vous n'êtes pas obligé de couvrir les dettes que votre mari a contractées sans votre connaissance. Mais comme il a mis la maison en garantie et que vous avez tous les deux signé l'hypothèque initiale, elle pourrait effectivement être saisie. Et maintenant, que fais-je ? ai-je demandé. Le plus recommandé est d'essayer de négocier avec la banque. Parfois, ils acceptent des réductions ou des plans de paiement plus abordables. Cependant, pour pouvoir négocier, vous devez prouver que vous avez des revenus, et mes revenus étaient exactement 0. C'est à ce moment-là que j'ai pris l'une des décisions les plus critiques de ma vie. Décrocher un emploi de toutes les manières et partout. Le problème, c'est que j'étais en dehors du marché du travail depuis des années. À 40 ans, sans diplôme universitaire ni expérience formelle, trouver quelque chose n'allait pas être simple. La première chose que j'ai faite a été d'aller dans tous les magasins du centre de Léon pour demander s'ils avaient besoin de vendeuses. Dans la plupart d'entre eux, on ne m'a même pas laissé exprimer mes compétences. « Quelle expérience as-tu en vente ?» demandait-on. Je répondais que j'avais travaillé avec des clients dans l'atelier de couture de ma maison. « Oh non, nous avons besoin de personnes avec une expérience formelle. » Dans les rares magasins où j'étais considérée, le salaire était si dérisoire qu'il ne suffirait même pas à couvrir une semaine de courses. « C'est 100 pesos par mois », m'a dit la responsable d'une boutique au centre. Plus de revenus par vente, 100 pesos. Avec ça, je n'arrivais même pas à payer les frais de scolarité des enfants. J'ai ensuite essayé dans des restaurants. Là, j'ai réussi à être embauchée dans 2 endroits, mais c'était des horaires de nuit qui se terminaient à 2 heures du matin. Comment pouvais-je laisser mes enfants seuls toute la nuit? C'est ma sœur Laetitia qui m'a suggéré une idée qui, au début, m'a beaucoup gênée, mais qui est devenue ma solution. « Pourquoi ne vends-tu pas de la nourriture ?» m'a-t-elle proposé au téléphone. « Tu cuisines très bien, tu pourrais faire des tamales ou du pozole et les vendre dans ton quartier. » Je lui ai répondu « Oh, Letty, que vont penser les voisins? La dame d'Esteban qui vend de la nourriture dans la rue. » Mais elle a insisté. « Marie-Hélène, il n'est pas temps d'être fière. Tes enfants ont besoin de manger. » Elle avait raison. Mes enfants avaient besoin de nourriture et je devais trouver un moyen de les nourrir. J'ai commencé à vendre des tamales les vendredis et samedis. Avec les derniers 1000 pesos qui me restaient, j'ai acheté les ingrédients pour préparer 5 douzaines de tamales oaxaqueños, qui étaient ma spécialité. Je les ai vendus à 10 pesos chacun et en moins de 3 heures, j'ai généré 500 pesos. À ce moment-là, j'avais gagné ce que l'on me proposait dans les magasins pour une semaine entière. « Ils sont délicieux », m'a commenté Madame Carmen. « Tu ne fais pas aussi des tamales sucrés ?»« Bien sûr », lui ai-je répondu, même si en réalité, je ne savais pas bien les préparer. Cette nuit-là, je suis restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin à regarder des vidéos à la télévision sur comment préparer des tamales sucrés au poulet, au piment, avec du fromage. Si j'allais vendre de la nourriture, je le ferais avec la meilleure qualité. Les tamales n'étaient que le début. J'ai rapidement commencé à faire du pozole les dimanches, du mole lors des festivités et des quesadillas avec divers accompagnements tous les jours de la semaine. J'ai transformé le garage de ma maison en une petite cuisine économique. J'ai installé 2 tables avec des nappes en plastique et des bancs et j'ai commencé à proposer des plats du jour pour les ouvriers du bâtiment qui construisaient de nouvelles maisons dans le quartier. Cuisine maison et délicieuse, écrivait le petit panneau que j'avais placé à l'entrée, comme celle que prépare votre mère. Au début, j'étais très gênée, mes chers amis. Moi, qui avais été la femme d'Esteban, l'épouse de l'homme d'affaires Prosper. Maintenant, j'étais la dame qui vendait de la nourriture depuis chez elle. Pendant les premiers jours, chaque fois que je voyais un visage familier venir m'acheter quelque chose, j'avais l'impression de mourir de honte.
Mais l'argent que ces clients me laissaient m'apportait plus de dignité que toutes les années passées à l'ombre d'Esteban. « Le plat est délicieux, madame, » me disait don Patrice, un maçon qui venait manger tous les jours. « Ma femme dit que vous cuisinez aussi bien que ma belle-mère. Et cela me remplissait de fierté, mes chers amis, fiers de réussir à faire vivre mes enfants grâce au travail de mes propres mains. En décembre 2000, j'avais déjà une clientèle régulière et je gagnais environ 5000 pesos par mois. Ce n'était pas une fortune, mais cela représentait plus que ce que j'avais jamais gagné de ma vie. Avec cet argent, j'ai pu négocier avec la banque. Je leur ai proposé de rembourser 2000 pesos par mois de la dette de la maison en échange de ne pas la saisir. C'est peu, m'a commenté l'agent. Mais je vois que vous faites un réel effort pour payer. Nous l'accepterons pendant 6 mois et verrons comment cela évolue. Ces 6 mois furent de dur labeur. Je me levais à 5 heures du matin pour préparer le plat du jour. Je servais les clients pour le petit déjeuner et le déjeuner. Et l'après-midi, je me consacrais à faire des tamales pour le lendemain. Les enfants m'aidaient comme ils le pouvaient. Esteban Junior, qui avait déjà 16 ans, a commencé à travailler les week-ends en portant des sacs sur un marché pour contribuer aux dépenses. Laetitia, 14 ans, m'aidait à servir les clients et à laver la vaisselle. Et Rodolphe, 12 ans, est devenu mon assistant officiel, coupant des légumes et nettoyant les tables. « Maman, quand papa va-t-il revenir ?» me demandait Rodolphe de temps en temps. « Je ne sais pas, mon amour, » lui répondais-je. « Mais nous allons bien, n'est-ce pas ?» Et c'était vrai, malgré tous les efforts, malgré les difficultés financières, nous allions bien, mieux que lorsqu'Esteban vivait avec nous, rempli de conflits et de tensions. En mai 2001, le divorce avait finalement été réglé. Comme l'avait anticipé le licencié Morales, je n'ai presque rien reçu. La maison était à mon nom, mais avec toutes les dettes. Et Esteban s'était engagé à verser une pension alimentaire de 1500 pesos par mois pour les 3 enfants. Ce qui, bien sûr, n'est jamais arrivé. Il n'a pas d'emploi, me disait-il à chaque fois que je l'appelais pour le lui rappeler. Les magasins de chaussures ont fermé et il cherche quoi faire, mais je savais que ce n'était pas vrai. Ma comadre Espérance m'avait dit qu'on l'avait vu à Celaya, conduisant une nouvelle voiture et vivant dans une belle maison avec sa maîtresse, Sandra. Bien sûr, je disais à ma sœur Laetitia d'oublier la pension. Je n'ai pas besoin de son argent. Mes enfants et moi allons nous en sortir par nos propres moyens. Et c'était vrai, mes chers. À ce moment-là, ma petite entreprise de nourriture avait déjà beaucoup grandi. J'avais des clients qui venaient d'autres quartiers pour manger avec moi et le week-end, j'écrivais jusqu'à 100 tamales. J'avais payé à temps les mensualités convenues avec la banque et j'avais même pu économiser un peu pour les urgences. Mais le plus fondamental était que j'avais retrouvé ma confiance en moi. Je n'étais plus la Marie-Hélène abandonnée et humiliée. Maintenant, j'étais Madame Marie-Hélène, celle qui faisait les tamales les plus délicieux du quartier, la travailleuse qui avait élevé seule ses enfants. Un après-midi de juin 2001, alors que je servais de la nourriture, une femme que je ne connaissais pas est arrivée. « Excusez-moi, m'a-t-elle dit, vous êtes Marie-Hélène, celle qui prépare des tamales ?»« Oui, c'est moi. Je m'appelle Guadalupe Martin. Je suis propriétaire d'une fonda au centre de Léon. J'ai entendu des merveilles de votre cuisine et j'aimerais vous proposer une affaire. » « Une affaire ?» À moi qui, à peine 1 an auparavant, ne savais même pas comment tenir un compte de dépenses. Quel type d'affaires? Je lui ai demandé. Je veux que vous me fournissiez des tamales à vendre dans ma fonda. Je serai prête à payer à l'avance et j'aurai besoin de 10 douzaines chaque vendredi. 10 douzaines chaque vendredi. Cela se traduit par 2000 pesos de plus par semaine. Quand commençons-nous? Je l'ai dit sans hésiter un instant. Cette nuit-là, en finissant la journée et en comptant les gains, j'ai compris que j'avais gagné plus en une seule journée que ce qu'Esteban me fournissait en 15 jours pour toutes les dépenses de la maison. « Maman,
me dit Laetitia en m'aidant à laver la vaisselle. Maintenant, on va mieux qu'avant, non? Oui, mon chéri, lui répondis-je. Bien mieux. Et ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était parce que pour la première fois de ma vie, j'avais le contrôle sur mon destin. Les années suivantes, de 2001 à 2005, furent une période de croissance constante pour nous, mes chers. Mon entreprise de restauration continua d'évoluer au point que j'ai dû engager 2 femmes pour m'assister en cuisine et dans le service à la clientèle. En 2003, ce n'était plus simplement une cuisine économique chez moi. J'avais loué le local à côté et ouvert une cantine officielle, les Tamales de Marie-Hélène. J'avais 8 tables, un bar pour les clients qui voulaient un repas rapide et un menu avec 15 plats différents. Les enfants avaient grandi, devenant beaux et responsables. Esteban Junior termina le lycée avec d'excellentes notes et obtint une bourse pour étudier l'ingénierie industrielle à l'université de León. Laetitia était devenue la meilleure élève de sa classe et aspirait à étudier la médecine. Et Rodolphe, mon petit, avait déjà 15 ans et m'aidait à gérer l'entreprise car il était très doué avec les chiffres. Pendant ces années, Esteban apparaissait de temps en temps. Il venait tous les 6 ou 8 mois, toujours avec une excuse pour ne pas avoir pu payer la pension alimentaire et demandant à parler de manière civilisée de nos problèmes. « Les enfants ont besoin de leur père », me disait-il. « Et toi, tu as l'air très bien, Marie et Hélène. Le travail te réussit à merveille. » C'était vrai, je me sentais mieux que jamais. L'exercice physique m'a aidé à perdre du poids. J'avais plus de vitalité et, pour la première fois en des années, je pouvais acheter des vêtements neufs avec mon propre argent. Ce n'étaient pas des vêtements coûteux, mais ils me plaisaient et je me sentais bien en les portant. « Que veux-tu, Esteban ?» lui demandai-je directement quand il apparaissait. « J'aimerais que nous redevenions une famille, » me disait-il. J'avais appris ma leçon. Je savais ce que j'avais perdu, mais je n'étais plus la même femme qu'il avait laissée, mes chers. J'avais trouvé comment vivre sans lui, prendre mes propres décisions et gagner mon propre argent. Pourquoi aurais-je besoin de lui? Il est déjà trop tard, lui affirmai-je. Mes enfants et moi avons construit notre vie sans toi. Est-ce par rancœur? Me demandait-il. Tu ne peux pas me pardonner. Il ne s'agit pas de rancœur, lui répondais-je. C'est simplement que je n'ai plus besoin de toi. Et c'était vrai. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais besoin d'aucun homme. En 2004, j'ai rencontré Don Robert, un veuf de 55 ans qui tenait une boucherie près de ma fonda. C'était un homme très cultivé et travailleur qui a élevé seul ses 3 enfants après la mort de sa femme d'un cancer. Au départ, il n'était que mon fournisseur de viande, mais avec le temps, il est devenu un bon ami. Il venait prendre son petit déjeuner à la fonda chaque matin et après que les autres clients partaient, nous avions l'habitude de discuter. « Vous êtes une femme très courageuse », me dit-il un jour. « Tout le monde ne peut pas s'en sortir comme vous. » Je n'avais pas vraiment le choix, lui répondais-je. Quand on a des enfants, on découvre des forces qu'on ne savait pas que l'on avait. J'appréciais Don Robert parce qu'il n'a jamais essayé de me mettre la pression ou de se donner un air de séducteur. Il était respectueux, aimable et surtout, il comprenait ce que cela signifiait de se battre pour subvenir aux besoins d'une famille. « Si un jour tu veux aller au cinéma ou dîner, me suggéra-t-il après plusieurs mois de connaissance, je serai très heureux de t'accompagner. » D'accord, lui dis-je, mais je veux que ce soit clair. Je ne cherche pas quelqu'un pour me maintenir. J'ai mon affaire et ma vie établie. Bien sûr, me répondit-il en souriant. C'est exactement ce que j'apprécie le plus chez vous. Mon lien avec Don Robert était très différent de celui que j'avais eu avec Esteban. C'était une relation d'égalité, 2 adultes responsables qui se soutenaient mutuellement, sans renoncer à notre indépendance. Les enfants l'ont très bien accueilli. Il n'a jamais essayé d'endosser le rôle de père, mais a respecté leur identité en tant que jeunes presque adultes qui savaient parfaitement qui était leur mère et quelle était son histoire. En 2005, j'avais déjà 2 fondas,
l'original et une autre que j'avais ouverte dans le centre de Léon. J'avais également commencé à proposer des tamales congelés à des restaurants à Guanajuato et San Luis Potosí. Le comptable qui m'assistait avec mes impôts m'a suggéré de formaliser une entreprise. Mes revenus étaient déjà significatifs. Moi, qui 5 ans auparavant ne pouvais même pas me payer l'épicerie, je commençais maintenant à avoir des revenus considérables. J'ai fondé l'entreprise Tamales et Nourriture Maison Marie-Hélène. En février 2006, j'ai lancé DCV. Ça sonne impressionnant, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'était comme obtenir un diplôme universitaire. À ce moment-là, mes enfants étaient déjà bien lancés. Esteban Junior était sur le point d'obtenir son diplôme d'ingénieur et avait décroché un emploi dans une maquiladora à Léon. Laetitia avait commencé ses études de médecine à l'université de Guanajuato avec une bourse complète et Rodolphe était le meilleur élève de son lycée, désireux d'étudier la gestion d'entreprise pour m'aider avec mon affaire. Il me disait « Pour que nous puissions ouvrir plus de succursales. » Mon fils parlait de mon entreprise comme s'il s'agissait d'une grande société, et peut-être l'était-elle. En 2007, à l'âge de 47 ans, Don Robert me proposa en mariage. « Pas pour transformer ta vie, me dit-il, mais pour que nous puissions mieux nous accompagner. Tu continues avec ton entreprise, je continue avec la mienne. Mais nous ne sommes plus seuls. » C'était une proposition très différente de celle qu'Esteban m'avait faite 25 ans auparavant. Cette fois, il ne s'agissait pas que quelqu'un me soutienne, mais d'un soutien mutuel. « C'est bien, lui répondis-je, mais je veux que ce soit clair. Mon nom de famille reste Hernandez. Mes enfants restent ce qu'il y a de plus précieux pour moi et mon entreprise est uniquement à moi. » « Cela me semble formidable, me répondit-il. Je ne souhaiterais pas que cela soit autrement. Nous nous sommes unis par les liens du mariage lors d'une cérémonie intime et magnifique en janvier 2008. Seuls étaient présentes des proches et quelques amis. Mes enfants étaient contents de me voir aux côtés d'un homme qui me respectait et me valorisait. La vie avec Don Robert était sereine et épanouissante. Il m'apportait son soutien dans tout, sans interférer dans mes décisions, et je faisais de même pour lui. Chacun avait son espace, son travail, ses responsabilités, mais nous partagions une vie commune fondée sur le respect et l'affection véritable. En 2010, Tamales et Nourriture Fête Maison Marie-Hélène comptait déjà 5 succursales dans diverses villes de Guanajuato et avait entamé le processus de franchise du concept. À 40 ans, je ne savais même pas comment ouvrir un compte bancaire. À 50 ans, j'avais une entreprise avec plus de 30 employés. Esteban Junior avait obtenu son diplôme et avait épousé une jeune femme très jolie et j'avais déjà reçu ma première petite fille. Laetitia était en 4e année de médecine et se distinguait comme l'une des meilleures élèves de sa génération. Rodolphe avait commencé à étudier la gestion d'entreprise avec une bourse académique. Ma vie était épanouie, prospère et tranquille. J'avais tout ce dont j'avais rêvé et même plus. Une famille unie, une entreprise florissante, la stabilité économique que j'avais toujours désirée et surtout la satisfaction d'avoir tout accompli par mes propres efforts. Cela faisait plus de 10 ans que je n'avais eu de nouvelles d'Esteban. Les enfants me disaient de temps en temps qu'ils l'avaient vu ou qu'il leur avait parlé, mais ils ne communiquaient plus avec moi. Je pense qu'il avait finalement compris que cette porte était définitivement fermée, ou du moins c'est ce que je pensais, car en décembre 2019, exactement 20 ans après son départ, Étienne Rodriguez est revenu frapper à ma porte. C'était un samedi matin, mes amours. Je m'en souviens clairement car Don Robert et moi profitions d'un petit déjeuner tranquille dans le jardin de notre nouvelle maison. Oui, à ce moment-là, nous avions déjà acquis un logement plus spacieux dans un beau quartier de Léon lorsque la sonnette a retenti. « Tu as de la visite ?» m'a demandé Robert. « Non, pas que je sache », lui ai-je répondu en m'approchant pour voir qui c'était. En ouvrant la porte, je ne pouvais pas croire ce que mes yeux voyaient. C'était Esteban, mais pas l'Esteban que je gardais dans mes souvenirs. Cet homme avait l'air vieilli,
maigre et usé. Il avait les cheveux complètement gris, des vêtements froissés et des yeux pleins de tristesse, comme s'il avait perdu de nombreuses batailles. « Bonjour Marie-Hélène » m'a-t-il dit d'une voix à peine reconnaissable. Je suis restée là, à la porte, ne sachant quoi répondre. Cela faisait plus d'une décennie depuis la dernière fois que je l'avais vu, et son état me provoquait un étrange mélange de surprise et de compassion. « Que veux-tu, Esteban ?» lui ai-je demandé sans l'inviter à entrer. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît, ce ne sera que quelques minutes. » J'ai regardé vers le jardin où se trouvait Don Robert. Il m'a regardé et a compris instantanément qu'il se passait quelque chose d'important. « D'accord, » ai-je dit à Esteban, « mais ici, à l'entrée, j'ai de la compagnie. » Il est resté silencieux un instant, comme s'il rassemblait ses pensées, puis a commencé à parler d'une voix chargée de tristesse. « Marie-Hélène, je suis venue te demander pardon, m'a-t-il dit, et à te confesser que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en te quittant. Je ne lui ai pas répondu, je l'ai simplement laissé continuer. Ces 20 ans ont été un enfer pour moi, a-t-il poursuivi. J'ai tout perdu, l'argent, les affaires, la santé. Sandra m'a quitté il y a 5 ans quand l'argent a manqué. Mes enfants me voient comme un étranger. Je suis complètement seule. « Et que veux-tu que je fasse ?» lui ai-je demandé. « Je veux te demander pardon. Je veux que tu me donnes une autre chance. Je sais que je ne la mérite pas. » Mais je l'ai interrompu. « Esteban, tu as pris ta décision il y a 20 ans. J'ai pris la mienne. Je sais que je t'ai fait du mal, » me dit-il. Et j'ai remarqué comment les larmes ont commencé à couler. Je suis conscient d'avoir été un mauvais mari et un mauvais père, mais j'ai changé, Marie-Hélène. Ces années m'ont montré ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Ça me faisait de la peine de le voir comme ça, mes chers, mais j'éprouvais aussi une étrange satisfaction en voyant cet homme qui, il y a 2 décennies, m'avait dit que sans lui je ne valais rien, maintenant être à ma porte en train de demander pardon. « Tu as l'air incroyable, » me dit-il en m'examinant de haut en bas. « Tu sembles réussir, être heureuse. Je suis très content que tu aies prospéré. Je m'en suis sorti sans toi, lui ai-je précisé, grâce à mes propres efforts et à mon travail. Je le sais. J'ai entendu parler de ton entreprise et de tout ce que tu réussis. J'ai toujours su que tu étais une femme très brillante. » « Tu as toujours su ça, alors pourquoi m'as-tu traité comme si j'étais une femme au foyer incapable ?» Il ne savait pas quoi répondre. Marie-Hélène, après un long silence, m'a dit « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je suis malade, je suis seule et je n'ai personne d'autre dans ce monde. Les enfants, nos enfants, ont déjà construit leur propre vie. Tu es la seule personne qui, Esteban, m'a connue quand j'étais différente, qui m'a vraiment aimée. » Oh, mes chers, les larmes ont vraiment commencé à couler en entendant ça. Pas parce que ça me faisait mal ou parce que je voulais le pardonner, mais parce que j'ai compris à quel point il était devenu pathétique. L'homme qui était autrefois mon mari, le père de mes enfants, celui qui m'a fait croire que sans lui je ne valais rien, était maintenant en train de me supplier de le sauver. « Esteban, » lui ai-je répondu d'une voix aussi calme que possible, « il y a 20 ans, quand tu m'as laissé avec des dettes et 3 enfants, je t'ai supplié de ne pas partir. Je t'ai imploré de résoudre nos problèmes ensemble. Je t'ai demandé de penser à ta famille. Je le sais déjà. Sais-tu ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit que sans toi je n'étais personne. Tu m'as dit que je n'avais pas d'option. Tu m'as dit que j'étais une femme de 40 ans sans avenir. J'étais tellement perdue, tellement. Maintenant, il s'avère que j'ai un grand avenir, n'est-ce pas? Maintenant, il s'avère que je vaux quelque chose. Tu as toujours valu beaucoup, Marie-Hélène. J'ai été un imbécile qui n'a pas su t'apprécier. Tu as raison. J'ai été un imbécile. Mais tu sais quoi? Je te suis reconnaissant. Oui, je suis reconnaissante, car en me laissant, tu m'as rendu le plus grand service de ma vie. Tu m'as forcé à découvrir ma véritable force. Tu m'as poussée à être forte, à être indépendante, à devenir la femme que je suis aujourd'hui. » Elle est restée silencieuse, la tête baissée.
Si tu ne m'avais pas laissé, ai-je continué, j'aurais continué à être la Marie-Hélène dépendante qui se contentait des miettes de son mari. J'aurais continué à supporter tes mépris, tes trahisons, tes humiliations. Marie-Hélène, s'il te plaît. Maintenant, je suis propriétaire de ma propre entreprise. J'ai 5 succursales et des projets d'en ouvrir 3 de plus. Je possède une belle maison, une voiture dernier cri, de l'argent à la banque et surtout la tranquillité de savoir que je ne dépends de personne. Je suis heureuse que tout aille bien pour toi et j'ai un mari qui me respecte, qui m'estime et qui me soutient sans chercher à me dominer. J'ai remarqué que son visage montrait une grimace de douleur lorsque je lui ai dit cela. « Je comprends », m'a-t-il répondu à voix basse. « Je voulais juste te dire désolé. Je voulais juste que tu saches que je regrette tout ce qui s'est passé. Ton repentir arrive 20 ans trop tard, Esteban. Il n'y a aucun moyen que nous puissions être amis, au moins. Que tu puisses recevoir mon pardon. » J'ai réfléchi un moment avant de lui répondre. « Je t'ai déjà pardonné il y a de nombreuses années, » lui ai-je dit. « Pas pour toi, mais pour moi, car garder rancœur ne m'a fait que du mal. » Son visage s'est illuminé un instant. « Mais pardonner ne signifie pas oublier, » j'ai continué. « Et cela n'implique pas que je te permette de revenir dans ma vie. »« Je comprends, » m'a-t-il dit, et j'ai vu les larmes revenir à ses yeux. « Si tu as besoin d'une aide médicale ou autre, lui ai-je commenté, tu peux parler à tes enfants. Ils décideront s'ils veulent t'aider ou non, mais moi, je ne suis plus dans ton avenir. » Il a hoché la tête, a essuyé ses larmes avec la manche de sa chemise et m'a exprimé « Tu as raison sur tout, Marie-Hélène. Je voulais juste que tu saches que je reconnais mon erreur et que je suis également heureux de te voir. » « Au revoir, » ai-je répondu et j'ai fermé la porte. Je suis restée quelques minutes derrière elle, écoutant ses pas s'éloigner. Puis je suis retournée dans la cour où Don Robert m'attendait avec ma tasse de café encore chaude. « Tout va bien ?» m'a-t-il demandé. « Tout est parfait !» lui ai-je répondu. C'était une personne de mon passé qui venait conclure un cycle. Cette nuit-là, j'ai appelé mes 3 enfants pour leur dire que leur père était venu me rendre visite. Tous ont demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, s'il y avait un problème. « Pas du tout, leur ai-je dit. Je voulais juste qu'ils le sachent au cas où ils vous chercheraient. » Esteban Junior, qui a maintenant 35 ans et est directeur dans l'usine où il travaille, m'a dit « Maman, ce que tu décides est bien pour nous. Mais je veux que tu saches que je suis très fière de la manière dont tu nous as élevés et de la femme que tu es devenue. » Laetitia, qui était maintenant docteur et à sa propre clinique, m'a confié « Maman, tu es l'exemple de la femme forte que je souhaite être pour mes enfants. » Et Rodolphe, qui est maintenant mon partenaire dans les affaires et a contribué à leur expansion dans 5 États du Mexique, m'a dit « Maman, tu nous as appris qu'on peut toujours avancer avec effort et dignité. C'est le meilleur cadeau que tu nous aies jamais fait. » Cette nuit-là, allongée à côté de Don Robert, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vécu. En ces 20 ans, je suis passée d'une femme abandonnée et sans ressources à une femme d'affaires prospère, une grand-mère aimante et une épouse respectée et appréciée. J'ai élevé 3 enfants extraordinaires qui sont maintenant des adultes prospères et heureux. J'ai créé une entreprise à partir de zéro qui fournit maintenant des emplois à plus de 50 familles. Et j'ai trouvé le véritable amour avec un homme qui m'accepte tel que je suis. Et j'ai réalisé tout cela après mes 40 ans, juste après avoir entendu d'Esteban qu'il n'en valait plus la peine. « À quoi penses-tu » m'a demandé Robert. Je lui ai répondu « Au fait que souvent les pires expériences de notre vie se révèlent être les plus précieuses. » « De quoi parles-tu » ? Si Esteban ne m'avait pas laissé, je n'aurais jamais découvert ce que je pouvais accomplir. Je serais restée une femme dépendante et trouillarde. « Je ne t'aurais jamais connue, m'a-t-il répondu avec un sourire. « Exactement.
Au final, Esteban m'a rendu un immense service sans le réaliser. Cette nuit-là, je me suis endormie avec une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, comme si j'avais enfin tourné la dernière page de mon histoire. Maintenant, mes chers, cela fait quelques mois depuis ma rencontre avec Esteban et je veux vous raconter comment je vais aujourd'hui à 63 ans pour que vous voyiez qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pour commencer, mon entreprise continue de prospérer, Tamalaise et Plats fait maison. Marie-Hélène a maintenant 12 succursales dans 5 États, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán et Jalisco. Rodolphe, mon plus jeune fils, a obtenu son diplôme en administration des affaires et est maintenant le directeur général de l'entreprise. Elle amène l'entreprise à des niveaux que je n'aurais jamais imaginés. Maman, me dit-elle, d'ici 2025, nous aurons 25 succursales et nous commencerons à exporter des tamales congelés aux États-Unis. Vous y croyez? Je suis passée de vendre des tamales dans mon garage à exporter aux États-Unis. Si cela n'est pas une leçon sur le fait qu'on peut toujours avancer, alors je ne sais pas ce que c'est. Don Robert et moi sommes mariés depuis 13 ans et chaque jour, je me sens plus reconnaissante d'avoir trouvé un homme qui m'aime et me respecte tel que je suis. Il a eu 68 ans le mois dernier et nous sommes toujours aussi amoureux qu'au premier jour. Nous voyageons ensemble, travaillons ensemble, mais nous apprécions aussi notre espace personnel. Marie-Hélène m'a récemment dit que ce sont les meilleures années de sa vie. Et pour moi aussi, mes amours, parce que la relation que j'ai avec Don Robert est fondée sur l'équité, le respect mutuel et une affection sincère. Ce n'est pas la codépendance malsaine que j'ai vécue avec Esteban, où je cherchais constamment son approbation dans tout. Mes enfants ont formé leur propre famille et sont heureux. Esteban Junior a 2 beaux enfants et un emploi qu'il apprécie vraiment. Son épouse Lupita est comme une fille pour moi. Depuis cette visite que j'ai mentionnée, il n'a jamais cherché à revoir son père et je pense qu'il a trouvé la paix avec ce choix. Laetitia s'est mariée avec un excellent médecin et ensemble, ils ont une petite fille adorable. Elle dirige sa propre clinique de médecine familiale avec un accent particulier sur le soin des femmes. « Je veux soutenir des femmes comme toi, maman, me dit-elle, des femmes qui ont besoin de se reconnecter avec leur force intérieure. Rodolphe s'est marié l'année dernière avec une fille qui a étudié le marketing et ils se consacrent entièrement à l'expansion de leur entreprise. Elle s'occupe de toute la publicité et des réseaux sociaux de la société et grâce à cela, nous avons maintenant des clients dans tout le Mexique qui connaissent nos produits. J'ai 5 petits-enfants qui sont la raison de mon bonheur et tous connaissent l'histoire de comment leur grand-mère a réussi à avancer après avoir été abandonnée par son premier mari. Pour moi, il est crucial qu'ils connaissent cette histoire, surtout mes petites filles, pour qu'elles réalisent que les femmes peuvent atteindre n'importe quel objectif qu'elles se fixent. « Grand-mère », m'a demandé ma petite fille Sophie, qui a déjà 12 ans. « Comment as-tu su que tu pouvais avoir ton entreprise si tu n'avais jamais travaillé ?»« Je ne le savais pas, mon amour, lui ai-je répondu, mais j'avais faim et je devais nourrir mes enfants. Parfois, c'est le besoin qui nous révèle de quoi nous sommes faits. En termes économiques, mes chéris, ma vie est totalement différente de ce qu'elle était il y a 20 ans. En plus de l'affaire des tamales, Don Robert et moi avons investi dans des propriétés. Nous avons maintenant 3 maisons en location et nous avons récemment acquis un terrain à Puerto Vallarta où nous prévoyons de construire une maison pour les vacances. J'ai des économies à la banque, des investissements, ma maison sans dette, 2 voitures payées et surtout la sérénité de savoir que si quelque chose m'arrivait demain, mes enfants iraient bien parce que je leur ai appris à travailler et à être autonomes. Cependant, la plus grande richesse de toutes est l'amour de soi, mes chers. Le plus crucial, c'est que je me valorise comme jamais je ne l'ai fait dans ma vie. Je me respecte, je m'apprécie, je prends soin de moi. Je ne cherche plus la validation de personne pour savoir combien je vaux. Je m'habille bien parce que j'aime me voir ainsi, pas pour impressionner les autres.
J'achète des vêtements que j'aime avec l'argent que j'ai gagné. Je sors avec mes amis quand j'en ai envie. Je voyage avec Don Robert vers des endroits que j'ai toujours rêvé de connaître. Je prends mes propres décisions sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Récemment, j'ai visité Silao pour honorer la tombe de mes parents. En étant devant leur pierre tombale, je leur ai tout raconté ce que j'ai accompli. « Maman, papa, leur ai-je dit, votre fille Marie-Hélène est devenue tout ce que vous aviez rêvé et plus. Vous avez élevé une femme forte qui a su se relever quand la vie est devenue difficile. En sortant du cimetière, je suis tombée sur Madame Carmen, la couturière qui m'a appris à coudre quand j'étais jeune. Bien qu'elle soit maintenant âgée, elle m'a reconnue immédiatement. « Marie-Hélène » s'est-elle exclamée. « Tout le village sait pour ton succès. Nous savons tous que tu es devenue une grande entrepreneuse. »« Oh, Madame Carmen » lui ai-je répondu en l'enlaçant. « Penses-tu que c'est bien de se vanter un peu ?»« Bien sûr » a-t-elle répondu. « Tu l'as mérité avec ton effort et ta dévotion. Personne ne t'a rien donné. » Elle avait raison. Personne ne m'a rien donné. Tout ce que j'ai en ce moment, je l'ai obtenu par mes propres mains, avec mon travail, avec la détermination de ne pas me laisser abattre. Et vous savez, mes chers, quand je réfléchis à ces 20 dernières années, je réalise que l'abandon d'Esteban n'a pas été un malheur, c'était une libération. C'était l'occasion que la vie m'a offerte pour découvrir qui je suis vraiment, quand personne d'autre ne définissait ma valeur. Pendant 18 ans de mariage, j'ai été l'épouse d'Esteban, la mère des enfants, la gestionnaire du foyer, mais je n'étais jamais simplement Marie-Hélène avec mes propres désirs, mes propres compétences et ma propre force. Quand il est parti, pour la première fois de ma vie, j'ai dû me poser des questions. Que désire Marie-Hélène? Que peut réaliser Marie-Hélène? De quoi est capable Marie-Hélène? Et la réponse m'a autant surprise que n'importe qui. Il s'avère que Marie-Hélène pouvait faire de délicieux tamals que toute la communauté voulait acheter. Il s'avère que Marie-Hélène était capable de gérer une entreprise, de superviser des employés et de négocier avec des fournisseurs. Il s'avère que Marie-Hélène avait une force intérieure qu'elle ne connaissait même pas. « Maman, » m'a dit Laetitia récemment, « tu as toujours su que tu étais si forte. »« Pas du tout, chérie, » lui ai-je répondu. Je pensais que j'étais faible, que j'avais besoin de quelqu'un pour me protéger et me soutenir. Ce n'est que lorsque je suis restée seule que j'ai découvert à quel point j'étais réellement forte. Et c'est la leçon la plus précieuse que je souhaite partager avec vous, mes chères auditrices. Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous pensez. Vous êtes capable d'exploits que vous n'imaginez même pas, mais parfois la vie nous place dans des situations difficiles pour que nous puissions réaliser notre véritable pouvoir. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des défis compliqués dans vos mariages et dans vos vies. Peut-être avez-vous des maris qui ne vous valorisent pas, qui vous font sentir inférieur, qui vous persuadent que sans eux, vous n'êtes rien. Permettez-moi d'être clair. C'est une fausse idée. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui ne vous respecte pas. Vous ne devez pas supporter d'humiliation par crainte de rester seul. Vous ne devez pas vous contenter des miettes d'amour quand vous méritez tout l'amour du monde. Mais Marie-Hélène, me direz-vous, j'ai déjà beaucoup d'années, je ne suis plus jeune. Et alors, j'ai commencé ma nouvelle vie à 40 ans. Mon amie Espérance, que j'ai rencontrée à l'auberge, a divorcé à 55 ans et dirige maintenant un salon de beauté très prospère. Ma comadre Rose a perdu son mari à 60 ans et a commencé à vendre des assurances, devenant l'une des meilleures vendeuses de Léon. L'âge n'est pas un obstacle, chers amis. L'âge apporte de l'expérience, de la sagesse et une profonde connaissance de la vie. Les femmes mûres ont des avantages que les plus jeunes n'ont pas. Nous savons clairement ce que nous voulons, nous comprenons ce que nous ne sommes pas prêtes à tolérer et nous ne perdons pas de temps avec des choses futiles. Certaines pourraient dire « mais je ne sais rien faire ». C'est un mensonge. Nous avons toutes quelque chose que nous savons faire.
Nous avons développé des compétences en prenant soin de nos foyers, en élevant nos enfants et en nous occupant de nos familles. Le problème, c'est que nous avons sous-estimé ces compétences car la société nous a fait croire que le travail domestique n'avait pas de valeur. Si vous savez cuisiner, vous pouvez proposer de la nourriture. Si vous savez coudre, vous pouvez créer des vêtements ou faire des retouches. Si vous savez garder des enfants, vous pouvez ouvrir une crèche. Si vous êtes experte en nettoyage, vous pouvez offrir des services de ménage. Si vous avez un don pour l'organisation, vous pouvez aider les autres à planifier leur maison ou leurs événements. Nous avons toutes quelque chose à apporter. Il ne nous manque que la confiance en nous et le courage de faire le premier pas. J'ai commencé à vendre des tamales avec seulement 1000 pesos, de l'argent que j'ai réussi à obtenir en vendant quelques-unes de mes bijoux. Je ne me suis pas soucié de commencer modestement car je savais que c'était mon opportunité de construire quelque chose qui m'appartienne. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent. Au début, quand je commençais à vendre de la nourriture chez moi, certains voisins murmuraient « Regardez, la dame d'Esteban vend maintenant de la nourriture, comme elle a chuté. » Et vous savez quoi? Ces mêmes voisins qui murmuraient finissaient par venir acheter mes tamales parce qu'ils étaient délicieux. Et maintenant que mon entreprise a prospéré, ils me disent eux-mêmes « Oh, Marie-Hélène, tu étais très intelligente. Dès le début, nous savions que tu réussirais. » Les gens parleront toujours, mes chers. J'aime que tu sois une femme autonome. J'adore que tu aies tes propres ressources, ta propre entreprise et ta propre vie. Cela signifie que, quand tu es à mes côtés, tu sais que c'est parce que tu le désires, pas par nécessité. Et j'avais raison. Quand une femme ne dépend ni économiquement ni émotionnellement d'un homme, elle peut choisir d'être avec lui pour les bonnes raisons, pour le respect qu'il lui accorde, parce qu'il la rend heureuse et parce qu'il partage des valeurs et des aspirations. Maintenant, permettez-moi de mentionner quelque chose que je considère essentiel. Il n'y a jamais de mauvais moment pour se réinventer. Jamais. Peu importe que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans ou plus. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours l'opportunité de réécrire votre histoire. J'ai connu des femmes qui ont commencé des études universitaires à 50 ans. J'ai entendu parler de femmes qui se sont séparées à 60 ans et ont trouvé le véritable amour à 65 ans. J'ai vu des femmes qui ont lancé leurs propres entreprises alors qu'elles étaient grand-mères. La vie ne s'arrête pas lorsque nous avons terminé d'élever nos enfants, lorsque nous divorçons, lorsque nous devenons veuves ou en atteignant un certain âge. La vie continue tant que nous le souhaitons, tant que nous avons des rêves à réaliser et des objectifs à atteindre. À 63 ans, je continue de poursuivre de nouveaux projets. Don Robert et moi sommes en train d'organiser l'écriture d'un livre de recettes traditionnelles mexicaines. Rodolphe et moi travaillons à ouvrir une école de cuisine pour enseigner à d'autres femmes comment entreprendre dans la gastronomie. Et j'envisage sérieusement de commencer une carrière, probablement en administration des affaires, pour mieux comprendre mon propre entreprise. « Pourquoi étudier à votre âge ?» m'a demandé une dame au marché la semaine dernière. « Pourquoi pas ?» lui ai-je répondu, parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de me former professionnellement et j'ai toujours ressenti cette envie, car je crois fermement qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre des choses nouvelles. Et c'est vrai, mes chers, il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour grandir, pour se transformer et pour commencer quelque chose de nouveau. Avant de conclure, je veux partager quelques conseils pratiques pour ceux qui envisagent de changer leur vie. J'aime que vous soyez une femme autonome. J'aime que vous disposiez de votre propre argent, de votre propre entreprise, de votre propre existence. Cela fait que, lorsque vous êtes à mes côtés, vous savez que c'est parce que vous le souhaitez vraiment, pas parce que vous en avez besoin, et j'ai raison. Une femme qui ne dépend plus, ni économiquement, ni émotionnellement, d'un homme a la liberté de choisir d'être avec lui pour de bonnes raisons, parce qu'il la respecte, parce qu'il lui apporte du bonheur, parce qu'il partage des idéaux et des objectifs,
Maintenant, permettez-moi de souligner quelque chose que je considère de la plus haute importance. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais. Peu importe que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans ou plus. Tant qu'il y a de la vie, il y a une opportunité de changer votre récit. Je connais des femmes qui ont commencé des études universitaires à 50 ans. Je sais que des femmes qui, après un divorce à 60 ans, ont trouvé le véritable amour à 65 ans. Il y a des femmes qui ont lancé leurs premières entreprises alors qu'elles étaient déjà grand-mères. La vie ne s'arrête pas lorsque nous cessons d'élever nos enfants, lorsque nous divorçons, lorsque nous devenons veuves ou quand nous atteignons un certain âge. La vie continue tant que nous décidons qu'elle continue, tant que nous avons des rêves à réaliser et des objectifs à atteindre. À mes 63 ans, je continue de générer de nouveaux projets. Don Robert et moi prévoyons d'écrire un livre de recettes mexicaines traditionnelles. Avec Rodolphe, nous travaillons à l'ouverture d'une école de cuisine pour former d'autres femmes dans le domaine de la gastronomie et j'envisage sérieusement d'étudier une carrière, peut-être en administration des affaires, pour mieux comprendre ma propre entreprise. « Pourquoi veux-tu étudier à ton âge ?» m'a demandé une dame à la cantine la semaine dernière. « Pourquoi le veux-je » lui ai-je répondu, parce que je n'ai jamais terminé mes études et qu'il y a toujours ce désir inachevé. Je crois fermement qu'il n'est jamais trop tard pour acquérir de nouvelles connaissances. Et c'est vrai, mes chers, il n'est jamais trop tard pour apprendre, grandir, se transformer ou commencer quelque chose de nouveau. Avant de conclure, je veux partager quelques conseils pratiques pour celles qui envisagent d'apporter des changements dans leur vie. D'abord, commencez à épargner, même une petite somme, comme 50 € chaque semaine. Avoir un peu d'argent de côté vous apportera confiance et options. Deuxièmement, identifiez vos talents et réfléchissez à la façon de les convertir en revenus. Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire. Troisièmement, cherchez le soutien d'autres femmes. Celles qui ont vécu des expériences similaires sont celles qui vous comprendront le mieux et vous donneront de précieux conseils. Quatrièmement, n'hésitez pas à commencer petit. Tous les grands projets commencent modestement. Cinquièmement, soyez patiente avec vous-même. Les transformations significatives demandent du temps. Et enfin, ne restez jamais dans une situation qui vous rend malheureuse simplement par peur du changement. Avoir peur est normal, mais ne laissez pas cela dicter vos décisions. Je veux que vous sachiez que si cette femme de 63 ans qui vous parle a pu s'en sortir après 40 ans, vous le pouvez aussi. Moi, qui n'ai pas terminé l'école primaire quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai réussi à construire une entreprise prospère. Vous le pouvez aussi. Si moi, qui ai dépendu d'un homme toute ma vie adulte, ai pu apprendre à être autonome, vous pouvez aussi y arriver. Si moi, qui pensais que ma vie était terminée à 40 ans, ai pu trouver le véritable amour et construire une vie épanouie, vous le pourrez également. Ne baissez pas les bras, mes chers. Ne laissez personne vous dire qu'il est trop tard, que vous ne valez rien, que sans cette personne, vous n'êtes personne. C'est faux. Vous êtes précieuse par vous-même. Vous avez des forces que vous n'imaginez même pas. Vous pouvez accomplir des choses incroyables si vous vous en donnez les moyens et persévérez. Et si en ce moment, vous traversez des moments difficiles, que vous sentez que vous ne pouvez plus continuer ou que vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, rappelez-vous l'histoire de Marie-Hélène. N'oubliez pas que moi aussi, j'ai cru que ma vie était finie quand Esteban est parti. N'oubliez pas que j'ai passé de nombreuses nuits blanches à me demander comment j'allais avancer. Mais j'y suis parvenue, et non seulement cela, je suis devenue une version meilleure de moi-même, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Si mon histoire vous a plu, je vous serai reconnaissante de liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres témoignages comme celui-ci et partagez-le avec une amie qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas de commenter depuis quel état vous nous regardez et si vous le souhaitez, parlez-nous un peu de votre propre histoire. Parfois, il suffit simplement que quelqu'un nous écoute pour réaliser à quel point nous sommes forts. Prenez bien soin de vous, mes chers.
Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que vous valez bien plus que ce que vous pensez. Je vous apprécie beaucoup et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.